on en était toujours aux généralités. Dans les généralités, ce que je voulais vous dire aussi, je vous avais dit qu'il y avait donc des récepteurs de forte affinité pour ces cytokines. En fait, le nombre de récepteurs qu'il y a à la surface des cellules pour les cytokines, il est assez faible, parce que c'est à peu près 100 à 1000 récepteurs par cellule. Au passage, il y a une question là, il y a la lettre Q. Donc, la caractéristique, récepteur pour ces cytokines, forte affinité pour les cytokines, mais petit nombre. Alors, autre chose, mais ça va, c'est évident, c'est que c'est l'expression de ces récepteurs aux cytokines sont modulés par des signaux externes qui peuvent être, bien entendu, des cytokines. Tout ça, en fait, c'est extrêmement bien régulier et de façon extrêmement fine. Donc, en permanence et à l'état d'équilibre, les cellules du système immunitaire se parlent entre elles et de façon, encore une fois, extrêmement précise. Alors, vous allez classifier ces cytokines par leur fonction. Et la première grande catégorie fonctionnelle de cytokines, ce sont toutes les cytokines qui sont des médiateurs ou des régulateurs, on va passer beaucoup de temps dessus, de l'immunité innée. Alors, en fait, ce que vous savez déjà, c'est que des agents infectieux, des microbes ou des virus vont exprimer soit ce qu'on appelle les fameux PAMS, vous vous souvenez, les Pathogen Associated Molecular Patterns, ou PAMS, les PAMS. Par exemple, les lipopolysaccharides bactériens font partie de ces profils moléculaires associés aux pathogènes, PAMS, profil moléculaire associé. Alors, lorsque vous aurez la liaison de ces profils moléculaires associés aux pathogènes tels que le lipopolysaccharide, lorsque vous aurez des ARN viraux qui sont présents dans votre organisme, ça va activer des récepteurs de surface cellulaire, en particulier ce que l'on appelle les toll-like récepteurs, que vous avez déjà vus. Et une fois qu'il y aura eu activation de ces toll-like récepteurs, vous aurez production de cytokines et les cellules vont commencer à se parler. Alors, ici, ça doit être illustré. Vous avez ici le microbe, ici. Là, ça a été assez vite. Alors, il faut regarder ce qui se passe. Le microbe ici, il est reconnu par les cellules NK, les macrophages, qui commencent déjà à produire des cytokines, TNF-alpha, IL-1. Vous allez la revoir 4 fois, ce schéma. TNF-alpha, IL-1, chimiokine. Ça va agir sur des cellules telles que monocytes neutrophiles, qui vont à ce moment-là sortir en fait des vaisseaux sanguins, ici. En même temps, ici, vous avez le macrophage qui ont produit d'autres cytokines, IL-12, interféron gamma. Ça va vous activer les macrophages. Les macrophages activés vont activer eux-mêmes les monocytes et les neutrophiles. Et tout ça va être responsable de ce qu'on appelle l'inflammation. Donc ça, c'était les cytokines de l'immunité innée.
À côté de ça, vous avez les cytokines, et là, vous avez un bref survol. Hein. Simplement, vous voyez apparaître au passage des cytokines importantes de l'immunité innée. Hein. Vous avez déjà TNF-alpha, IL-1, IL-12, interféron gamma. Et vous avez des cytokines de l'immunité adaptative dont on parlera. Vous notez tout de suite au passage qu'il y en a des nouvelles qui sont apparues, c'est notamment IL-2, IL-4. IL-4, on en a parlé tout à l'heure. Et puis vous voyez réapparaître l'interféron gamma. Donc l'interféron gamma, c'est une cytokine à la fois de l'immunité innée et à la fois de l'immunité adaptative. Alors, catégorie fonctionnelle de cytokines, récepteurs pour les cytokines. Sans récepteurs, les cytokines, elles ne vous font pas grand-chose. Donc, les récepteurs pour les cytokines, c'est assez compliqué pour les classifier. Et en fait, on les classifie par la structure de leur domaine et en particulier par la structure de leur domaine extracellulaire, puisqu'elles ont tous ces récepteurs ont un domaine extracellulaire, ont un domaine transmembranaire, ont un domaine intracellulaire qui va vous permettre de faire la transcription du signal, mais vous allez les classifier essentiellement par famille, et ces familles de tous ces récepteurs sont fonction de la nature de ces domaines qui sont les domaines extracellulaires. Et vous voyez derrière une famille de cytokines, par exemple, la famille des cytokines de type 1, ce sont des récepteurs pour toutes ces cytokines, IL-2, IL-3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, GM-CSF. Bon. Je ne vais pas vous poser comme question de savoir les récepteurs de type 1, c'est pour quelles cytokines sont récepteurs, hein? Non. Donc il y a les questions que je vous indique et les non-questions également que je vous indique. Ça c'est tout de même, mais voilà, il faut savoir simplement que tous ces récepteurs de cytokines qui ont des voies de signalisation qui sont différents, on les classe par famille en fonction de leur structure, donc qui est extracellulaire. Alors puisque maintenant j'ai classifié les cytokines par leur fonction, immunité innée ou immunité adaptative, que j'ai parlé des récepteurs, on va commencer par les cytokines qui médient et régulent en fait l'immunité innée. D'emblée, je répète ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que vous avez déjà vu une cytokine qui était l'interféron gamma qui à la fois régule l'immunité innée et l'immunité adaptative. Mais la première dont on va parler, qui est extrêmement importante à beaucoup d'égards, notamment parce que vous allez le voir, c'est la cible de médicaments pour le traitement de maladies auto-immunes. Donc celle-ci, il faut bien la connaître. C'est le TNF-alpha, Tumor Necrosis Factor alpha. On verra pourquoi on l'a appelé en fait, facteur de nécrose des tumeurs. Mais TNF-alpha, qui est le principal médiateur de la réponse aiguë inflammatoire, en particulier aux bactéries qui sont gram-négatives, mais également réponse aiguë inflammatoire en réponse à de nombreux autres agents infectieux. Et ce TNF-alpha, il est important parce qu'il est responsable de beaucoup des complications qui vont, des complications générales qui vont être la conséquence d'infections sévères. C'est-à-dire, lorsque vous avez une infection sévère, on verra tout à l'heure que ça entraîne des désordres généraux au niveau de l'organisme. Beaucoup de ces désordres sont dus donc au TNF-alpha. Alors, une des choses que j'ai montrées ici,
que vous avez déjà vu, c'est que ces cytokines, ça va très lentement là. Lorsque vous avez le temps de noter là comme ça, il faudra que j'accélère un petit peu le rythme. Donc ce qui se passe, c'est lorsque vous allez reconnaître les microbes par ces fameux toll-like récepteurs qui vous reconnaissent notamment des PAMS, des profils associés donc aux pathogènes. Vous avez les cellules de l'immunité innée, les macrophages, les cellules NK qui vont vous sécréter des cytokines, dont le TNF. Ces cytokines vont activer les phagocytes et ça stimule une réaction cellulaire de l'immunité qui est l'inflammation. Et l'inflammation, on en parle, mais c'est bien de la définir une bonne fois parce que vous voyez toujours réaction inflammatoire, inflammation, et on vous définit finalement jamais ce que c'est. Donc j'ai rajouté ça. L'inflammation, la définition, ça consiste au recrutement de leucocytes, les neutrophiles, les monocytes, et pas seulement vous recrutez, vous allez faire l'extravasation de plusieurs protéines du plasma vers le site de l'infection, et finalement vous allez activer à la fois les leucocytes et les protéines pour éliminer l'agent infectieux. Donc. Alors, voilà. Je recule, hein, je voudrais bien reculer, mais pourquoi il ne recule pas, lui? Voilà, ça recule. C'est tout le temps de noter. Ça va là, c'est bien noté là? Toujours pas? Bon. Là c'est bon là maintenant? Bien. Donc, on revient au TNF-alpha, ici. TNF-alpha, maintenant que vous savez exactement, vous avez toujours le même schéma, et vous voyez agir là, ici. Donc, dès qu'il y a eu, comme vous voyez, le microbe qui, avec ses PAMS, a été reconnu par les toll-like récepteurs, le macrophage, qu'est-ce qu'il fait? Il produit, et les cellules NK aussi, ils produisent du TNF-alpha, et vous avez là un phénomène inflammatoire, c'est-à-dire commence à sortir en fait sur le site de l'infection, monocytes neutrophiles, sortent également des protéines. Ensuite, vous avez d'autres cytokines qui vont venir plus tard, dont on va parler. Il y a 12 interférons gamma pour activer le macrophage, activer monocytes neutrophiles. Tout ça vous donne l'inflammation. Alors, TNF-alpha, ce n'est pas à confondre avec une autre molécule qui est en fait le TNF-bêta. Alors, TNF-bêta ou lymphotoxine. Vous voyez ici le TNF-alpha. Le TNF-alpha, vous le voyez produit par des lymphocytes activés, que ce soit des cellules T auxiliaires, T cytotoxiques, des macrophages, donc des cellules présentatrices, les cellules NK, on vient de le voir tout à l'heure, les mastocytes. Là, vous avez toutes les cellules qui sont capables de vous produire le TNF-alpha. Et
on va voir à côté, le TNF-bêta, il ne faut pas confondre avec lymphotoxine, et ça, les lymphotoxines, c'est produit par les lymphocytes activés, comme le TNF-alpha, mais au passage, lymphotoxine, ce n'est pas produit par macrophage, c'est l'UNK mastocyte. Donc vous avez ici deux messages. Un, ne pas confondre avec TNF-bêta. Et deux, vous avez les sources cellulaires importantes de TNF-alpha. Bien. Ensuite, une fois que j'ai vu la source, il faut peut-être que j'aille voir, ça je l'ai déjà vu plusieurs fois. Ah, il y a un message ici qui vous rajoute une chose, c'est pour dire que lorsque le macrophage est activé par l'interféron gamma, je produis encore plus de TNF-alpha. Hein? Donc c'est bien. Bien. Ensuite, vous allez regarder la structure du récepteur. Alors, si vous regardez le TNF, il est au milieu et il est ici en bleu. Et en fait, le TNF, il est fait par 3 chaînes qui sont polypeptidiques. Et ça vous fait le TNF. Là-dessus, ces 3 chaînes polypeptidiques peuvent venir se lier sur, en fait, 2 récepteurs différents. Un récepteur qui a une taille de 55 kD, c'est le récepteur 1 du TNF, et une autre récepteur qui a une masse moléculaire de 75 kD. Alors, si on regarde les forces de liaison du TNF, donc de ces chaînes polypeptidiques avec les récepteurs R1 ou R2, en fait, pour R1, vous avez une constante qui est aux alentours de 10 puissance moins 9, alors que pour R2, c'est 10 puissance moins 10. Le message, ça veut dire que le TNF-alpha se lie mieux au récepteur R2 de 75 kD qu'au récepteur R1. Alors, ces récepteurs, on avait déjà dit que le TNF lui-même, c'était 3 chaînes qui se polymérisent. Le récepteur lui-même, c'est un trimère qui est dans la membrane. Et vous voyez ici, alors, j'ai trouvé que, en fait, le récepteur pour lymphotoxine, mais c'est à peu près la même chose, et vous voyez que c'est un trimère, le récepteur. Il est là, là, là. C'est un trimère qui est dans la membrane, qui va venir se fixer, soit la lymphotoxine, comme sur ce schéma-là. J'ai regardé s'il y avait l'équivalent pour, en fait, le TNF-alpha, mais il n'existe pas. Bon, où il est. Alors maintenant, vous connaissez le TNF, vous connaissez son récepteur, il est temps d'aller aux principales fonctions physiologiques du TNF. Pas compliqué, vous l'avez déjà vu. On voit ici, TNF. Hop. Et récepteur. Et ici, vous avez toujours le TNF. Ici, il appartient à la famille du récepteur TNF, donc c'est simple. Hein, mais il n'est pas tout seul. TNF-alpha, TNF-bêta, lymphotoxine. Ah, tiens, on voit CD40. On voit FAS, dont on a déjà parlé. On voit NGF. Tout ça, c'est la famille du récepteur TNF. Alors,
le TNF, première action, c'est qu'il va agir, vous avez vu tout à l'heure déjà, le macrophage, il faisait sortir, en fait, il produisait du TNF, il faisait sortir des neutrophiles, des monocytes, il faisait sortir ça des vaisseaux. La première action du TNF, c'est en fait d'agir sur les vaisseaux pour permettre notamment la sortie. Par exemple, ici, vous le voyez en gros en noir, ici, c'est un neutrophile, ça. Bien. Alors, pour qu'il puisse faire sortir le neutrophile, il va d'abord falloir que le neutrophile s'arrête quelque part au niveau du vaisseau. Et ce que va faire le TNF, c'est qu'il va induire en fait l'expression d'une molécule qui est ici, qui est une sélectine. Tout de suite, le message, c'est que pour que ce neutrophile puisse s'arrêter, il va falloir qu'il s'accroche à un moment donné au vaisseau par deux petits bras. C'est une image, hein, mais il va falloir qu'il s'accroche par un récepteur aux sélectines et ici un récepteur ou un ligand désintégrine, plutôt, ligand désintégrine. Donc ici, il va falloir que cette liaison-là se fasse. Un bras, deux bras. Ben, ce que fait le TNF, et c'est pratique, c'est que d'abord, il induit l'expression de sélectine par le vaisseau sur la cellule endothéliale. Donc, il y a une augmentation de l'expression de sélectine. Et également, il va y avoir une augmentation de l'expression du ligand pour des molécules qui sont extrêmement importantes, qui sont les intégrines. Donc, il induit l'expression de ce qui va accrocher les deux bras du neutrophile. Là, je veux arrêter mon neutrophile, quelque part. Donc, j'augmente avec le TNF-alpha l'expression ici de sélectine et de ligand d'intégrine. Aussi, je vais induire l'expression de quelque chose qui est important, dont on a déjà parlé, dont on reparlera, d'une petite molécule qui est ici, qui est une chimiokine. Alors, on regarde, je ne sais pas si je le fais bouger ça, voilà, sélectine, c'est ici, ligand pour intégrine, c'est là. Ensuite, la chimiokine, elle est ici. Donc TNF-alpha, ça a permis l'expression de ces molécules. Et en fait, ce qui se passe, première étape, c'est que le récepteur sélectine va venir s'accrocher. Votre neutrophile, ça y est, il est accroché par un bras. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous avez le neutrophile qui roulait, qui va commencer à s'arrêter, de passer, au lieu de passer à toute vitesse dans le vaisseau, il commence ici à rouler, tout simplement, il roule parce qu'il y a un seul bras qui l'a arrêté. Avec son bras, là, tout seul, il arrive difficilement, il accroche un petit peu le vaisseau, mais pas suffisamment, ce qui fait que le vaisseau, il roule. Ensuite, ce qui se passe, il va y avoir une activation par, et vous êtes ici, par la chimiokine. La chimiokine, elle est là, et ce que va faire la chimiokine, c'est qu'elle va permettre l'activation ici, en fait, de l'intégrine. Regardez, l'intégrine, elle change de forme. On le reverra là, elle change de forme. Changeant de forme, elle va pouvoir, cette fois-ci, se lier à son ligand. Et au départ, tout ça, c'est grâce au TNF-alpha. Se liant à son ligand, cette fois-ci, il y a arrêt du neutrophile. Il s'arrête, il est attaché par ses deux bras. Et il va pouvoir y avoir maintenant une migration transendothéliale. Pour la première fois, vous voyez un phénomène qui est extrêmement important, qui est le phénomène de l'adressage, qui fait que, à certains endroits du système immunitaire, les cellules sont capables de s'arrêter. Et là, le message important, c'est que la première cytokine dont on parle,
qui agit par exemple ici sur les neutrophiles, c'est elle qui va permettre ce mécanisme. Alors une fois que vous êtes arrêté, vous allez pouvoir faire la migration qui est transendothéliale. Alors je pense qu'on va le voir maintenant. Roulement. Cette fois-ci, c'est non pas un neutrophile, mais c'est un lymphocyte, mais c'est le même mécanisme. Migration, il y a une chimiokine qui vient sur son récepteur, il y a l'intégrine qui change de forme, j'accroche ici, je migre et je passe de l'autre côté. Bien. Alors, cette action sur les cellules endothéliales, c'est loin d'être la seule que font le TNF-alpha. Le TNF-alpha, ça induit la production d'autres cytokines qu'on appelle des cytokines pro-inflammatoires. On verra tout à l'heure qu'il y a des cytokines qui sont pro-inflammatoires, qui favorisent l'inflammation. Maintenant, vous savez parfaitement ce que c'est l'inflammation. Et vous voyez que dans les cytokines pro-inflammatoires, il y a IL1 et IL6. Augmentation de la migration des leucocytes, ça on l'a vu, et on a même vu comment ça se faisait. Expression des molécules d'adhésion, ça c'est intéressant, ça va permettre un meilleur contact entre les cellules elles-mêmes, qui vont mieux adhérer les unes avec les autres. Activation fonctionnelle des polynucléaires neutrophiles, non seulement ça permet aux polynucléaires neutrophiles de traverser la membrane, mais ça va également les activer. Et au passage, ça induit la phase aiguë de l'inflammation et ça induit la synthèse de protéines de l'inflammation, dont la CRP. Ce n'est pas la seule chose. Beaucoup d'actions TNF-alpha. Alors, lorsque le TNF-alpha est en petite quantité, ça vous donne ce que vous connaissez, c'est-à-dire l'inflammation locale. Vous savez maintenant comment vous avez pu faire sortir, grâce au TNF-alpha, en fait, vos cellules. Vous allez pouvoir les activer, ces cellules. Il y a des petites choses que je vais modifier, parce que là, c'est pas un... Oui, si, non, c'est bon, c'est bon. Je modifie rien. Je modifie rien. Et pourquoi c'est important de savoir tout ça? Parce que, notamment, parmi les anticorps monoclonaux chimériques qui sont utilisés en thérapeutique, donc les chimères n'ont plus de secret pour vous, parmi ces anticorps chimériques, il y a le Remicade, qui est utilisé notamment pour le traitement d'une maladie auto-immune intestinale qui est la maladie de Crohn. Et le Remicade, c'est un anticorps monoclonal, on le reverra parce qu'on va voir toutes ces maladies, anti-TNF-alpha. Et vous vous souvenez, je vous avais montré ça, dans le supplément du journal du dimanche, il vous parlait de l'afliximab, qui est le Remicade, c'est la même chose, et c'est bien un anticorps anti-TNF-alpha. Maintenant, quand un de vos patients ou patientes arrivera avec le journal du dimanche et que vous dira c'est quoi ça le TNF-alpha, ça n'aura plus de secret pour vous. Alors, le TNF-alpha, ce que je vous ai dit, vous vous souvenez qu'on a parlé de ces cytokines qui avaient une action soit autocrine, soit paracrine, soit endocrine. Je vous ai dit également que ces cytokines de l'immunité innée, elles pouvaient avoir des effets systémiques sur l'ensemble de votre système et pas seulement le système immunitaire. Et vous voyez notamment que le TNF-alpha, surtout quand il est en quantité modérée, mais également, ça va être pire, en quantité importante, il va avoir des effets systémiques sur le cerveau avec l'apparition de fièvre. Il peut avoir des effets sur le cœur avec un choc septique. Vous pouvez avoir un arrêt cardiaque. Vous pouvez avoir une action sur le foie avec hypoglycémie. Ça bloque les propriétés anticoagulantes.
Parce que ça explique notamment pourquoi on l'appelle TNF. Pourquoi vous dites toutes ces propriétés, je ne vois pas ce que ça a à faire avec les tumeurs. En fait, on l'a d'abord appelé tumeur necrosis factor parce que justement, comme ça bloquait les propriétés anticoagulantes, à partir du moment où ça bloque les propriétés anticoagulantes, ça veut dire que vous allez avoir une coagulation des vaisseaux et que l'effet nécrosant sur les tumeurs n'est pas un véritable effet sur les cellules tumorales, mais c'est la conséquence de la perte ou du blocage des propriétés anticoagulantes. Donc, le TNF-alpha, il provoque en fait une coagulation, il vous bloque les vaisseaux, la tumeur n'est plus irriguée par le sang, et à ce moment-là, vous avez une nécrose de la tumeur, ce qui explique son nom de tumeur necrosis factor. Alors, il y a un médicament qui, parmi ces multiples mécanismes d'action, a une action en fait de blocage du TNF-alpha. Il bloque également une autre cytokine, et ce médicament que vous prenez de temps en temps, quand vous avez mal à la tête notamment, de ce côté-là, c'est l'aspirine. Donc l'aspirine, et là il y a marqué une question. Et on peut poser comme question, l'aspirine, qu'est-ce que ça vous bloque comme cytokine? Ben, l'aspirine, ça vous bloque le TNF-alpha, et on le verra tout à l'heure, ça vous bloque également l'IL1, pardon. Alors, quand je disais tout à l'heure que le TNF-alpha, lorsqu'il était en grande quantité, il était capable de vous induire un choc septique, il ne va pas induire en général ce choc septique tout seul, parce qu'il y a une cascade, lorsqu'il y a une inflammation sévère, vous produisez le TNF-alpha, mais vous produisez bien d'autres cytokines, et ce qui va produire le choc septique, c'est notamment le TNF-alpha, mais aussi l'IL-12, dont on va parler, l'interféron gamma et l'IL-1. Alors, parmi les molécules qui sont des cousins du TNF-alpha et du récepteur au TNF-alpha, il y en a deux dont on a parlé il y a moins d'une heure. Il y en a, c'est CD40 ligand, ça fait partie de la même famille de TNF-alpha et de son récepteur. Et l'autre dont on a déjà parlé, c'est FAS et FAS ligand. Donc, ces trois molécules et ces trois récepteurs, ça fait partie de la même famille. Bien. On a fait une cytokine, c'est pas mal. Interleukine 1. Alors, comme le TNF-alpha, la principale fonction en fait de l'IL1, c'est d'être un médiateur de la réponse inflammatoire à des infections ou à d'autres stimuli. Ce qui veut dire que l'IL1 aura des actions qui sont assez similaires TNF-alpha, c'est-à-dire c'est donc un médiateur extrêmement important, notamment de l'inflammation en réponse donc à une infection par un agent infectieux. Alors, comme le TNF-alpha, la principale source d'IL1, ça va être les cellules phagocytaires mononucléées, c'est-à-dire monocytes, macrophages. Et tout à l'heure, ce schéma-là que vous avez vu, tout à l'heure, ici, c'était TNF-alpha qui était à la place. Ben là, j'ai remis à la place de TNF-alpha. Tout à l'heure, vous les verrez
ensemble. Mais maintenant, ce que je vous ai mis, c'est IL1. D'accord? Donc IL1, même action en fait que TNF-alpha, notamment l'induction de la migration de ces cellules monocytes neutrophiles. Alors, l'IL1, il y a deux formes en fait d'IL1. Il y a ce qu'on appelle l'IL1 alpha et l'IL1 bêta. Ces deux formes qui ont 30% d'homologie. Alors, ces deux formes existent, IL1 alpha ou IL1 bêta, d'abord sous forme d'un précurseur. Ensuite, ça donne IL1 alpha ou IL1 bêta. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la forme qui est active d'IL1 bêta, c'est une forme qui est clivée. Il faut qu'il y ait eu un processing. IL1 alpha, ce qui va être actif, c'est soit la forme précurseur de IL1 alpha, soit une forme qui n'est pas forcément clivée. Alors, récepteurs, ben vous le voyez ici, on les classe. Et ce qu'on voit sur ces formes, c'est que visiblement, sur ce récepteur pour la famille de l'IL1, il y a le récepteur aussi pour l'IL18. Mais il y a visiblement des domaines qui sont similaires, quand vous voyez des boucles comme ça, des domaines qui sont similaires, en fait, au domaine des immunoglobulines. Donc ça, c'est le l'IL1 récepteur. Alors, même action que tout à l'heure, on l'a vu, IL1, et il y a une chose un petit peu particulière, c'est qu'il y a une autre molécule qui est proche de l'IL1. Donc on avait déjà dit qu'il y avait deux formes, IL1 alpha et IL1 bêta, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre molécule qui s'appelle la molécule ILRA. Alors, ILRA, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule que vous voyez ici, IL1RA pour être précis, IL1RA, la voilà. Mais qu'est-ce que c'est cette molécule? C'est une molécule qui a une structure très proche de l'IL1, c'est une molécule naturelle. Hein. Vous l'avez, vous faites de l'IL1RA. Mais c'est un antagonisme du récepteur. Donc le RA, c'est pour antagoniste du récepteur, IL1RA. Et pourquoi il faut bien connaître l'IL1RA? C'est parce que c'est un produit, c'est un médicament, donc qui est utilisé pour le traitement d'une maladie auto-immune qui est la polyarthrite rhumatoïde. Et ce IL1RA, ça s'appelle l'anakinra, ou le Kineret. Le voilà. Et là, on s'aperçoit bien que vous avez deux molécules naturelles, IL1, IL1RA, et ça, c'est un antagoniste parce qu'il vient se mettre comme IL1 sur le récepteur de l'IL1, simplement, il bloque le récepteur. Et il n'active pas le récepteur. Donc, TNF-alpha, IL1, c'était à peu près le même combat, avec une particularité pour l'IL1, c'est le récepteur antagoniste. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Je rajoute. Question. Alors, chimiokine. Chimiokine, vous l'avez déjà vu apparaître, vous savez, tout à l'heure, quand on regardait comment se bloquer sur un vaisseau, comment s'arrêter un neutrophile ou un lymphocyte qui commençait par rouler.
Après avoir roulé, on va le revoir sans doute, je vais vous repasser sans doute le schéma, à un moment donné, vous avez une chimiokine qui était produite par la cellule endothéliale qui allait sur un récepteur aux chimiokines qui était sur le neutrophile ou sur le lymphocyte pour ensuite permettre l'activation de l'intégrine. Bien. Alors, chimiokine, c'est une très large famille que vous voyez apparaître ici, la chimiokine, très large famille de protéines. Et vous vous apercevez que maintenant, pour réaliser en fait une inflammation, pour que vous puissiez faire sortir des vaisseaux, des protéines, des neutrophiles, des monocytes ici qui vont sortir, qui vont vous faire une inflammation pour éliminer en fait votre cellule qui a été infectée par un microbe. Vous avez le TNF-alpha, ça on l'a vu, l'IL-1, on a vu que ça fait une action précoce, et maintenant vous avez des molécules qui sont importantes, donc les chimiokines, très large famille de protéines qui sont homologues et qui stimulent donc les mouvements des leucocytes et qui régulent la migration des leucocytes depuis le sang jusqu'au tissu. Ce sont les chimiokines dont vous allez voir apparaître tous les membres de la famille qui, avec leurs récepteurs, sont responsables des mouvements des leucocytes, des globules blancs, et de la répartition de ces leucocytes dans les tissus. Alors, certaines de ces chimiokines, elles sont produites en réponse à l'inflammation, alors que d'autres chimiokines sont produites de façon constitutive. Il n'y a pas besoin d'inflammation, elles sont produites de façon constitutive dans certains tissus et ça va servir au recrutement des leucocytes dans ces tissus. Donc chimiokines, le message, certaines sont produites en réponse à une infection, mais d'autres sont vraiment produites de façon constitutive et en absence d'inflammation. Alors, les chimiokines, vous les avez ici. Donc, il y a une cinquantaine de chimiokines, ici. Bien. Ensuite, on verra tout à l'heure leurs récepteurs. Mais ces chimiokines, elles ont des noms qui sont vraiment bizarres. CCL, CCXCL, CX3CL. C'est compliqué tout ça. D'accord? Alors on va simplifier. Les différentes chimiokines, ici, les deux qui apparaissent, et qui sont, vous avez trois croix, c'est celles qui sont les plus abondantes, c'est deux familles de chimiokines, et pour les classer, on les classe en fonction des ponts, des résidus cystéine et des ponts disulfure que vous pouvez avoir dans ces chimiokines. Ici, vous voyez deux ponts disulfure, deux résidus cystéine qui sont les uns à côté des autres. Quand vous aurez ce type de structure, ce sera une chimiokine qui s'appellera CC. CC quelque chose. Alors ici, des CC, on va en voir. CC, elle est où? CC, toc toc, CCL. Est-ce que j'en mets ici? CCL. Une CC toute seule, je voudrais. Pas beaucoup de CC toute seule. Alors, on va voir, on va revenir à ça. Ensuite, CXC. CXC, ça veut dire que entre deux résidus de cystéine ici, vous avez un acide aminé qui peut être un de ces trois acides aminés là. On ne va pas vous demander aussi une non-question, c'est quel est l'acide aminé qui est à l'intérieur. On s'en fiche. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a ces deux familles. Et ensuite, vous avez cette famille-là dans lesquelles vous avez un pont disulfure ici.
alors que là, il y en avait 2. Et ici, c'est une autre famille, mais beaucoup moins abondante que les 2 autres, dans lesquelles il y a 3 résidus entre les 2 cystéines. Alors, ces chimiokines, comme leurs récepteurs, elles peuvent être produites par les leucocytes, les cellules endothéliales, les cellules épithéliales, les fibroblastes. Donc beaucoup de cellules qui sont capables de produire soit la chimiokine elle-même, soit le récepteur aux chimiokines. D'accord? Ces chimiokines, lorsqu'elles sont produites sur la membrane, en tout cas, elles vont se fixer sur la membrane endothéliale sur des molécules qu'on appelle les héparanes sulfates. Et ici, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que ces chimiokines, elles ont des récepteurs que vous voyez apparaître maintenant. On efface ça. Donc, ces récepteurs multiples. Et en fonction de la répartition de ces récepteurs à un endroit de votre organisme, c'est la distribution des récepteurs qui sera responsable du fait que des neutrophiles, que des lymphocytes vont s'arrêter, par exemple au niveau du tube digestif, par exemple au niveau du poumon. Autre chose, vous avez déjà vu tout à l'heure un récepteur pour l'entrée du virus HIV dans les lymphocytes. C'était quoi déjà au passage? CD4. Bien. Eh bien, vous avez en fait ici un récepteur particulier qui est CXCR4, donc un récepteur pour une chimiokine qui est également, ça sert avec CD4 pour aider à l'entrée du virus VIH à l'intérieur des lymphocytes. Donc ici vous retenez CD4, maintenant ça n'a plus de secret pour vous, et vous voyez qu'il y a un autre récepteur qui est extrêmement important pour l'entrée du virus VIH dans le lymphocyte, c'est le récepteur ici qui est CXCR4, c'est bien un récepteur pour une chimiokine. Alors, les actions biologiques de ce récepteur, vous avez vu que c'était impliqué dans la réaction inflammatoire, tout simplement parce que ça permet en fait la circulation, l'adressage et l'extravasation des neutrophiles. Donc ça, vous l'avez vu ici. Et là, on rentre un tout petit peu plus dans les détails parce que vous voyez apparaître le nom en fait des intégrines, par exemple, qui sont responsables, mais c'est toujours le même mécanisme. C'est-à-dire, vous avez une sélectine ici, un récepteur pour la sélectine, là on est sur les neutrophiles. Vous avez une chimiokine qui s'appelle l'IL-8. L'IL-8, c'est une chimiokine. Il faut que je corrige ça, c'est chimiokine et non pas chémokine. Chémokine, c'est le nom en anglais. Pourquoi je ne vous donne pas les schémas avant d'avoir fait le cours? Donc, ici, vous avez un récepteur, c'est CXCR1. Voilà. De là, j'active mon intégrine. Et de là, je vais pouvoir, comme tout à l'heure, me bloquer. Donc, OK. Maintenant, je suis non plus sur le neutrophile, je suis sur le lymphocyte. Le lymphocyte, je voudrais par exemple que ce lymphocyte, il s'arrête au niveau des ganglions.
C'est bien parce que c'est là où il doit rencontrer les cellules présentatrices d'antigènes. Pour que mon lymphocyte s'arrête au niveau des ganglions, il va le faire au niveau justement de cellules endothéliales qui sont un petit peu particulières parce qu'elles sont très épaisses. Et ici, voilà ces cellules à l'endothélium épais. Je suis à l'intérieur du ganglion. Je voudrais que mon lymphocyte qui n'arrête pas de circuler, il s'arrête. Ben, pour l'arrêter, cette fois-ci, hop, voilà, je passe ici. Je vais utiliser autre chose. Je vais utiliser pas tout à fait les mêmes sélectines, pas tout à fait les mêmes chimiokines, pas tout à fait les mêmes intégrines. Ici, la chimiokine, elle s'appelle SDF1. Tout à l'heure, vous n'avez pas à retenir ça, hein. C'est uniquement pour illustrer. Je veux faire arrêter un lymphocyte au niveau d'un ganglion. Cette fois-ci, ma chimiokine, c'est SDS1. Mon récepteur, c'est CXCR4. Voilà. Je vais faire toujours la même chose. Et ici, j'active, l'intégrine a changé, et hop, je migre. Donc vous avez deux exemples ici. Vous avez une chimiokine qui tout à l'heure a été induite par l'inflammation et a fait s'arrêter un neutrophile et faire sortir un neutrophile sur le site de l'inflammation. Et là, vous avez un autre exemple d'une chimiokine qui, elle, est constitutive, qui se trouve au niveau des cellules épaisses de l'endothélium dans le ganglion et qui, de toute façon, est là, même s'il n'y a pas d'inflammation, pour faire sortir des lymphocytes au niveau du ganglion. Donc on retrouve la notion qu'on avait tout à l'heure. Donc ces chimiokines, importants pour recruter les cellules au moment de l'infection, mais également importants pour toute la régulation du trafic des lymphocytes dans la circulation. Alors, une autre cytokine qui, elle, est assez délicate. Je ne vais pas très vite tout de même, mais je vais tout de même un petit peu ralentir. C'est l'IL-12. Alors, l'IL-12. On est toujours dans les cytokines qui sont impliquées dans l'immunité innée. Donc toujours dans la réponse inflammatoire à un certain nombre de microbes. L'IL-12 dont on va parler tout à l'heure, tout de suite, c'est un médiateur qui est extrêmement important, notamment pour induire une réponse immune contre des microbes qui sont intracellulaires. Donc ça va induire une réponse immune innée, mais également une réponse immune adaptative. Et l'IL-12, vous la voyez apparaître tout de suite. L'IL-12, elle a d'abord été connue parce qu'elle activait les cellules NK, et ça a d'abord été décrit comme une cytokine qui active les cellules NK. Et on s'est aperçu qu'elle était importante parce qu'elle activait la sécrétion de cette cytokine que l'on retrouve à la fois dans l'immunité innée et l'immunité adaptative, c'est l'interféron gamma. Donc en fait, c'est comme ça qu'on l'a découvert. Donc vous avez déjà une notion, c'est que déjà vous savez que l'IL-12, ça va vous stimuler à la fois des cellules NK et à la fois des cellules T auxiliaires ou T cytotoxiques. Qu'est-ce qui produit l'IL-12? L'IL-12, vous voyez ici, ça peut être visiblement des cellules présentatrices d'antigènes, cellules dendritiques, macrophages, et en particulier, ce qui marche bien pour produire l'IL-12, c'est lorsque, que ce soit les cellules dendritiques qui présentent l'antigène ou les macrophages ici, c'est lorsque ces macrophages ou ces cellules dendritiques sont activées par des lymphocytes T auxiliaires, avec des molécules dont je vous avais promis qu'on en reparlerait, mais ça y est, on en reparle, c'est CD40, CD40 ligand. Donc là, vous avez la source déjà de l'IL-12.
Et quand je vous disais l'IL-12, c'est important pour l'élimination des microbes intracellulaires. Les microbes intracellulaires, ça y est, ils ont été capturés par les macrophages ou par les cellules dendritiques et ils ont été ici, ils sont à l'intérieur du macrophage. Maintenant, si on suit ce qui se passe, il y a une chose qui est un petit peu difficile à comprendre, mais on va voir, c'est que les cellules NK, elles vous produisent de l'interféron gamma. Alors ça, j'y vais doucement parce que je viens de vous expliquer que l'IL-12, on l'avait d'abord découverte parce que notamment elle stimulait les NK qui produisaient de l'interféron gamma. Bien. On est pour l'instant cohérent, l'interféron gamma, ça stimule les macrophages. Et en fait, ce qui augmente la production d'IL-12, c'était non seulement le fait que, par exemple, les cellules présentatrices, comme ici, venaient en contact avec des cellules T auxiliaires, mais ici, ce qui est important, c'est que la production d'interféron gamma par les cellules NK, ça augmente aussi la production d'IL-12. Donc, on va voir plusieurs fois, il y a une espèce de va-et-vient ici, dans l'immunité innée, entre les cellules NK et les macrophages, l'IL-12 et l'interféron gamma. Pas facile ça à comprendre, hein? Tout ça aboutissant finalement, une fois que les... Ouais, j'ai bien compris, hein? Le monsieur qui siffle discrètement ou la demoiselle, ça va aboutir finalement à ce qu'il y ait une activation des macrophages, ici, à ce qu'il y ait une inflammation, les macrophages activés, produisant du TNF-alpha, de l'IL-1, des chimiokines, tout ça pour que ça sorte et ça aille également sur le lieu de l'inflammation. On s'arrête là? Voilà.